Nouvelle édition sur Africable. Merci de nous suivre. Bienvenue. Tout de suite, le sommaire. À la date d'aujourd'hui, le Sénégal ne compte aucun cas de maladie à virus Ebola. Déclaration faite hier par la ministre sénégalaise de la Santé suite à un suivi médical bi-quotidien de 74 personnes. Les 49 citoyens turcs retenus en otage depuis juin par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique ont été libérés. Ils ont regagné ce matin la Turquie. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Avant de développer ces titres, sachez que le premier rapport d'enquête sur les causes de l'accident de l'avion d'Air Algérie doit être connu aujourd'hui dans la journée. On se rappelle cette catastrophe qui a tué 116 personnes au Mali, dont 54 Français. L'appareil qui avait décollé du Burkina Faso s'était écrasé dans le nord du Mali moins d'une heure après son départ. Le siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a été inauguré hier. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Avec ce nouvel édifice, le secteur privé ivoirien se dote ainsi d'atouts nouveaux et modernes pour assurer son rôle de moteur de la croissance économique. Le patronat ivoirien a désormais son siège, un bâtiment tout neuf de 4 étages avec mezzanine, planté fièrement en plein cœur du plateau. Baptisé la maison de l'entreprise, l'acquisition du terrain et sa construction ont été entièrement financées par la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est avec une légitime fierté que le président Jean Kakou Diagou, à la tête de la CGC depuis 9 ans, a présenté au président de la République cette belle réalisation en ces termes. C'est un bâtiment dur comme du roc, inusable comme du diamant. Tout un symbole pour traduire l'ambition de la CGC et de son président de faire du secteur privé ivoirien un instrument véritable pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'activité économique ivoirienne peine à trouver des financements à long terme et à des coûts raisonnables, ce qui représente un frein à l'activité économique. J'appelle donc le secteur bancaire à redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour préserver l'image de la Côte d'Ivoire, qui est devenue aujourd'hui un pays frontière. Profonde estime entre deux hommes mus par un même esprit de bâtisseur, le président de la République a demandé au président Jean Kakou Diagou en fin de mandat de demeurer encore une année à la tête de la Confédération. Fin hier à Dakar du premier colloque international sur les jeunes et les femmes dans l'espace francophone. Au sortir de cette rencontre de 3 jours, de fortes recommandations ont été retenues pour faire de cette frange de la population de vrais acteurs de développement. L'épanouissement des femmes et des jeunes dans l'espace francophone était au centre de ce colloque, une rencontre organisée autour de 5 thématiques. Et jeunes dans la nouvelle culture numérique, mobilité en francophonie, enjeux et opportunités, sport et santé, perspectives francophones. Pour le comité scientifique préparatoire du 15e sommet de la francophonie, les objectifs sont atteints. Cette thématique sur les femmes et les jeunes, qui est un enjeu de bien-être et d'épanouissement. C'est cela que nous visons. Tout ce que nous avons dit ici et tous les rapports convergent vers la réalisation de cet enjeu qu'il faut bien percevoir. C'est l'épanouissement humain, l'épanouissement des hommes et des femmes de notre espace commun. Pendant 3 jours, les participants se sont investis pour apporter à la question des jeunes et des femmes des solutions de vie durable. L'espoir de voir appliquer ces conclusions a été vivement exprimé. Une autre rencontre du genre sera consacrée en octobre 2014 sur la vie et l'œuvre de l'actuel secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf, par ailleurs ancien président du Sénégal.
Je vais l'annoncer en titre, il n'y a aucun cas du virus Ebola au Sénégal, annonce faite hier par la ministre sénégalaise de la Santé, cela après la mise en quarantaine de 74 personnes qui étaient entrées en contact avec le jeune malade guinéen qui était parti au Sénégal il y a de cela quelques semaines. La ministre a rassuré, aucune de ces personnes n'a développé la maladie. L'isolement des 74 sujets contacts mis sous observation depuis 21 jours a pris fin ce jeudi 18 septembre 2014 à minuit. Aucun des sujets n'a développé la maladie pendant la période d'observation. Le ministre de la Santé en a fait la révélation. Donc aujourd'hui, nous pouvons vous parler d'une manière sereine et avec beaucoup, disons, de clarté et de conviction, parce que nous avons terminé cette période de surveillance qui était extrêmement importante pour nous. Il s'agissait de 40 agents de santé, donc 5 médecins et 34 membres de la famille du patient ainsi que des colocataires. Tous ces agents, toutes ces personnes ont bénéficié d'un suivi médical bi-quotidien avec une prise systématique de la température, et ces personnes, aucune d'entre elles n'a développé de maladie. D'autres questions ont été soulevées, notamment la fermeture des frontières, la coopération internationale et le retour au bercail des Sénégalais vivant en Guinée. Autant de questions auxquelles le ministre a apporté des réponses. Elle rassure, toutes les mesures prises le seront dans le but de préserver la santé et la sécurité des Sénégalais. Elle a toutefois tenu à renouveler ses félicitations à l'ensemble du personnel de santé. Toujours concernant Ebola, partons en Guinée pour parler de cette tragédie survenue le mardi dernier dans la localité des Womé. Une équipe qui était en mission de sensibilisation dans cette préfecture a été prise pour cible par des individus. 8 personnes ont été tuées. Pour l'heure, 10 personnes ont été interpellées. Retour sur les faits. Une mission gouvernementale à Womé dans la préfecture de Zérékoré après la tragédie qui a coûté la vie à 8 personnes. 3 journalistes, 2 médecins dont le directeur préfectoral de la santé de Zérékoré, le sous-préfet de la localité, un leader religieux chrétien et un autre citoyen ont tous été tués alors qu'ils accompagnaient le gouverneur et le préfet dans une campagne de sensibilisation contre Ebola. Cet enfant est un autre rescapé. Il est le fils du sous-préfet. Des funérailles ont été organisées cet après-midi dans la ville de Zérékoré. Les ministres de la Santé et de la Communication présents sur les lieux se sont rendus dans les familles éplorées. Dans une déclaration rendue publique hier, le gouvernement a promis que ces crimes ne resteront pas impunis. Des enquêtes sont ouvertes, une dizaine de personnes arrêtées. Hors de nos frontières, ils ont été faits prisonniers depuis le mois de juin dernier au consulat de Mossoul en Irak. 49 Turcs aux mains des djihadistes du groupe de l'État islamique ont été libérés ce matin. Le Premier ministre turc les a accueillis à leur descente d'avion. Le groupe d'otages a ensuite été rapatrié à Ankara. L'Élysée a annoncé hier que des avions Rafale de l'armée française avaient mené des raids, leur premier raid aérien contre les positions de l'organisation de l'État islamique. Ils ont détruit un dépôt stratégique selon le président François Hollande. Une entrée en action félicitée par les Peshmerga. Hassan Cham, à une trentaine de kilomètres de Mossoul, porte la trace de très violents combats. Située le long de la rivière Khassir, la ville a été reprise mardi par les Peshmerga aux djihadistes de l'État islamique. Les murs portent encore leur signature. La reconquête aurait été impossible sans l'appui de l'aviation américaine. Dans le ciel, on entend le bruit de survol régulier. Tout ça a été fait par Daesh. En août, les djihadistes ont fait sauter ces ponts pour ralentir une contre-offensive rapide des Peshmerga. Ici, tous se réjouissent de la première frappe aérienne française, le commandant des forces Peshmerga sur le front ouest au premier chef.
Ces frappes vont contribuer d'une manière décisive à réduire les offensives des djihadistes. Elles causent de gros dégâts dans leur rang, ce qui facilite le travail des Peshmerga au sol. Cela va nous permettre de reconquérir des zones stratégiques et de les libérer. Mais malgré l'appui occidental et leur récent succès, les Peshmerga craignent eux aussi une contre-attaque ennemie. Sur la route d'Erbil, ils ont érigé ces remblais de terre pour parer à toute éventualité. Et après ces premières frappes aériennes françaises, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une déclaration de soutien au gouvernement américain. John Kerry a, au cours de cette réunion, assuré que l'Iran avait un rôle à jouer. John Kerry a réuni les membres du Conseil de sécurité. Dans son discours, il lâche une information. En réalité, il y a un rôle à jouer pour quasiment tous les pays du monde, y compris l'Iran. L'Iran n'avait pourtant pas été invité à la conférence de Paris en début de semaine, une réunion visant à former une coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique. Mais les deux pays sont loin d'être sur la même ligne. L'Iran accuse les États-Unis et ses alliés d'avoir créé l'organisation de l'État islamique en ayant envahi l'Irak en 2003 et en n'ayant pas soutenu le régime syrien de Bachar al-Assad. Devant le Conseil de sécurité, le représentant iranien critique la stratégie de la coalition. Toute stratégie mettant à mal les autorités des pays en première ligne face à l'organisation de l'État islamique, y compris le gouvernement syrien qui depuis quelques années résiste à ces terroristes, ne mènera qu'à la défaite. L'Iran considère l'organisation de l'État islamique comme une menace directe contre son pays chiite. Au mois d'août dernier, le président de la région autonome du Kurdistan avait révélé que Téhéran avait été le premier pays à fournir des armes aux Peshmerga. Plusieurs experts estiment même que des avions iraniens sont intervenus en Irak ces derniers mois, même si les autorités démentent et affirment que le soutien n'est que matériel. Crise ukrainienne, on en parle. Un mémorandum a été signé hier, un texte signé par les représentants de Kiev et les séparatistes. Il confirme le cessez-le-feu et prévoit la mise en place d'une zone tampon. Ils sont restés pendant 7 heures autour de la table. À Minsk, en Biélorussie, Ukrainiens et séparatistes de l'Est du pays se sont finalement accordés sur des points concrets pour préserver une trêve toujours fragile. C'est l'ancien président Leonid Kuchma, représentant de Kiev dans ces négociations de paix, qui en a dévoilé le contenu. Premièrement, le cessez-le-feu est considéré comme étant général. Deuxièmement, les forces armées resteront désormais sur les lignes qu'elles occupaient le 19 septembre. Les protagonistes se sont également mis d'accord sur l'interdiction d'utiliser tout type d'armes et de mener une offensive. Dans les 24 heures qui suivent la signature de ce mémorandum, les deux parties doivent également retirer toutes les armes d'un calibre supérieur à 100 mm à une distance de 15 km de chaque côté de la ligne de contact. Il s'agit d'instaurer une véritable zone démilitarisée de 30 km sous surveillance de l'OSCE. Drones et avions de combat ne pourraient pas la survoler. L'armée ukrainienne et les différents groupes armés ne seraient pas non plus autorisés à y pénétrer. Mais le statut des régions de Donetsk et Lugansk n'a pas encore été abordé et chaque camp campe pour l'instant sur ses positions. La trêve reste décidément bien fragile. C'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.